Je conçois tous les jours des agents IA pour les cabinets d'expertise comptable et dans cette vidéo, je vais vous révéler la méthode exacte pour commencer à automatiser votre cabinet avec l'IA. Donc, pourquoi utiliser l'IA dans votre cabinet en 2026? En 2026, il y a à peu près 30 000 collaborateurs manquants dans le domaine de l'expertise comptable et chaque collaborateur en place a en moyenne plus de 5 heures par semaine occupé par de la saisie. Et en supplément de ces 2 problèmes, il s'en pose un troisième. Les chefs d'entreprise sont de plus en plus exigeants sur la qualité du conseil à l'ère de l'IA. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, on va parler de l'IA agentique et donc pas sur le RPA classique. Le RPA, c'est globalement de faire automatiser des processus par un robot, sauf que ça ne s'adapte absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui est pour un cas figé. Et nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui va s'adapter et s'adapter pour chaque client. Donc, pour cela, on va passer directement à la première étape parce que votre temps est compté. Donc, première étape, on va identifier les processus de votre cabinet à automatiser. Donc, ça peut être de la saisie, du rapprochement, des relances, du tri d'email, du classement des pièces. Premier point que je pose pour maintenant, vous n'allez pas vous limiter sur cette phase. Je veux que vous pensiez à absolument tout ce qui vous prend le plus de temps. Ensuite, une fois que vous y avez pensé, vous allez réfléchir à deux choses. Est-ce que ce temps peut être produit par une IA? C'est-à-dire, est-ce que le temps que vous perdez, c'est pour faire du texte, c'est pour faire des mails, c'est pour faire quelque chose d'écrit? Si oui, hem, on va aller chercher la valeur maximum dans une automatisation et il faut penser qu'on va placer un vérificateur humain à la fin, afin d'éviter les hallucinations. Et sinon, par exemple, si vous faites de nombreux appels clients par jour en visio, en effet, ça ne peut pas être produit par une IA. Par contre, on peut le booster à l'IA. On peut faire en sorte que l'IA se renseigne sur votre client avant le call, grâce aux informations sur internet et cetera. Vous lui donnez rapidement les documents concernant votre client, donc et on va pouvoir faire des résumés avant le call, afin que vous soyez complètement prêt et que vous passiez un minimum de temps en préparation. Une fois que c'est fait, on va trier les automatisations, que vous venez de proposer. Donc, parmi ces automatisations, on va vérifier les API et leurs fonctionnalités. J'imagine que quand vous m'avez parlé d'automatisation, vous pensiez, de connecter l'IA à des logiciels. Très bien. Bah, ces logiciels, ils ont des API pour communiquer avec eux, pour que l'IA puisse communiquer avec eux. Donc il faut vérifier que ces API sont fonctionnelles et ce qu'elles permettent de faire. Est-ce qu'on peut seulement, avoir une vision, de l'interface avec l'API ou est-ce qu'on peut interagir avec elle? Et cetera. Par exemple, dans Penny Lane, on peut importer les factures et cetera, on peut faire un bon nombre de choses avec leur API. Ensuite, on va définir les sources nécessaires. Sur quoi est-ce que le modèle d'intelligence artificielle va se baser pour répondre? Est-ce qu'on va le brancher à notre CRM client? Est-ce qu'on va le brancher aux sources, législatives en France? Donc par exemple, les plateformes agréées, l'Egifrance, le BOFIP et cetera. Et enfin, on va mettre par écrit et très précisément les tâches à automatiser. Comment est-ce que l'agent IA doit faire? Quel est le parcours de rêve et quel est le résultat de rêve que l'agent IA puisse sortir? Ça va vous permettre en fait d'avoir une vue sur le process et un petit peu sur ce qu'il faut automatiser. Donc on va vraiment réussir à affiner, ce qu'on a vu à l'étape juste avant et ça va nous permettre de ranker l'automatisation. Ranker l'automatisation, ça va être de leur donner un classement, et ce classement, il va être très simple, il va être déterminé par le bénéfice divisé par le temps de développement. Le bénéfice, c'est le rapport horaire que vous allez gagner. Hem, donc vous faites le bénéfice divisé par le temps de développement et ça vous donne en fonction du facteur, plus le facteur, obtenu ici sera haut, plus l'automatisation rankera dans votre classement et il faudra le développer en premier parce que vous ne pouvez pas développer, 6 ou 7 automatisations d'un coup, même 3. Il faut y aller une par une en commençant, par celle qui fait le plus de profit. Une fois que vous avez donc, défini la première automatisation et les suivantes que vous avez bien rankées, vous allez choisir, quel modèle de langage vous allez utiliser, pour chacune des automatisations. Par exemple, il y a un segment de cette automatisation qui concerne des données sensibles. OK, très bien. Donc là, il nous faut un modèle de langage adapté aux données sensibles. Par exemple, ici, je vous ai mis, Mistral. Mistral est très bon pour les données sensibles. Vous prenez l'offre pro, il n'y a aucun entraînement sur les données, c'est parfait. Heu, pour de la recherche en doctrine, donc une architecture RAG, réponse sourcée et cetera, là, il nous faut un modèle qui a du contexte, qui peut absorber du volume et qui peut faire un tri extrêmement précis. Donc pour ça, moi, je vous conseillerais plutôt Claude, avec, Claude Teams RGPD. C'est quasiment RGPD, c'est pas soumis au Cloud Act, mais Claude est très pertinent pour de la recherche.
Et enfin, pour de la lecture de documents, par exemple, c'est mon dernier exemple, moi, je vous aurais conseillé ChatGPT. C'est des documents non sensibles. Sinon, pareil, on revient à Mistral, Mistral peut ça dans nos CR. Mais pour la lecture de documents classiques, je vous aurais conseillé ChatGPT qui est très bon pour extraire des données. Ensuite, donc quand vous avez sélectionné vos modèles de langage, que vous connaissez vos automatisations, que vous savez dans quelle heure les implémenter, on va construire la structure. Comment est-ce que vous voulez que tout s'organise? Généralement, moi, ce que je fais dans 95% des cas, c'est un agent superviseur. Vous avez un super agent, vous allez parler à ce super agent, c'est ce qu'on appelle une topologie superviseur. Donc, l'utilisateur parle au super agent et ce super agent organise le travail des sous-agents. C'est encore une fois dans un objectif de gagner du temps. Et ainsi tout est connecté et c'est beaucoup plus facile pour croiser les informations. Il y a aussi un deuxième type d'agent, beaucoup moins connu, qu'on appelle les holons. Les holons, c'est des petits sous-agents qu'on vient implémenter par groupe et qui constituent chacun un sub-agent. Et ces sub-agents constituent ensemble un super agent. Et en fait, ça permet d'être très efficace quand il y a énormément de pistes d'accès à explorer. Je pense notamment à de la recherche web, etc. Donc une fois que vous avez vu ces différentes structures et que vous avez sélectionné la bonne, vous allez mettre en place les garde-fous. Les garde-fous, ce qu'on appelle aussi les guardrails, ça va permettre, en général, moi ce que j'aime bien implémenter, c'est une validation humaine au point de bascule. Par exemple, l'agent IA reçoit un mail, il rédige la réponse avec les sources, etc. Et ensuite, avant de l'envoyer, le guardrail s'active et il demande une validation humaine. Vous relisez rapidement le mail, parce que si on envoie un mail à un client, il est tout à fait normal de pas tout confier à l'IA. On s'arrête simplement avant l'étape cruciale et on a gagné un maximum de temps avec un minimum de risque. Et donc les guardrails, on vient les activer via des skills. Les skills, c'est encore une fois très simple à faire. Je vous ai mis un lien vers un tuto dans la description si ça vous intrigue, mais vous verrez, c'est extrêmement simple. Donc maintenant, on va passer à l'architecture. Donc l'architecture, ok. Et donc maintenant, on va passer à l'architecture. Donc on a défini comment est-ce qu'on voulait agencer nos outils, nos IA, quel modèle d'IA on voulait utiliser, pour quelles automatisations. Maintenant, comment est-ce que concrètement on va mettre cela en place? Donc, tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un outil d'automatisation. C'est ce qui va relier l'agent, l'utilisateur, les connexions et qui va exécuter l'ensemble. Donc, pour les outils d'automatisation, il y en a 4, Make, Zapier, Power Automation et Power Automate, pardon, et N8N. Je vous déconseille absolument Zapier et Make parce que c'est un modèle SaaS, donc ce sera en ligne. Si vous avez des données sensibles, c'est absolument pas adapté. Et ensuite, le second problème, c'est que vous ne pouvez pas le télécharger en libre accès et donc ça va vous coûter très cher niveau requête. Donc c'est pas forcément adapté. Ensuite, vous avez Power Automate. Power Automate, il est très bon en RPA, donc ce qu'on vient de dire tout à l'heure, donc automatisation de processus robotisés, mais il est pas du tout adapté à des architectures IA. Pour des sous-agents, N8N est beaucoup plus performant. Donc je vais voir aussi. Et donc ensuite, vous avez N8N. Donc N8N, c'est un logiciel américain, mais vous pouvez le télécharger en open source. C'est l'avantage en fait de N8N. Et ensuite, ce N8N, vous allez le mettre dans un conteneur Docker. En fait, il faut imaginer vos automatisations, c'est des assiettes en porcelaine. Docker, ça va en fait être le carton qui va les emballer et qui va permettre d'éviter que tout se casse à chaque transfert. Et donc c'est grâce à N8N qu'on vient retrouver ces petits schémas d'automatisation. Donc là, en l'occurrence, c'est un agent WhatsApp que j'ai développé. Donc moi, personnellement, si j'étais à votre place, je partirais sur du N8N. Mais vous pouvez prendre autre chose. Il y a d'autres logiciels qui existent sur le marché, ils sont simplement moins connus. Donc ensuite, pour l'hébergement. L'hébergement, c'est ce qui va permettre de faire tourner N8N, ce qui va permettre aussi de stocker vos données. Donc pour ça, c'est mieux de sélectionner quelque chose en Europe. En plus de ça, ça réduira la latence. Et ça vous évitera des problèmes au niveau du RGPD, etc. Ensuite, il faut regarder pour la structure, quand vous allez paramétrer les agents, etc., regardez un petit peu la localisation des GPU.
Généralement, c'est un paramètre qui se voit au début quand on commence à les configurer. Le GPU, en fait, ce qui vient permettre de faire les calculs des agents. Encore une fois, c'est l'UTC en Europe. Ça vous évitera aussi des problèmes par la suite. Et après, tout simplement, la gestion des utilisateurs. Quels utilisateurs vous voulez mettre dessus dans votre cabinet, pour chacun, quelle permission, etc. C'est quelque chose à faire au début, parce que c'est ce qui va définir la structure du logiciel. Le but, c'est pas que ce logiciel serve à une personne. Si vous vous embêtez à développer ça, c'est que ça serve pour tout le cabinet et que ça aide à booster la productivité de l'entreprise entière. Ensuite, pour la conception, donc avec le codage et les liaisons, il va falloir que vous codiez les automatisations. Donc, vous allez écrire la logique de chaque agent et de chaque workflow. Ça, vous pouvez le faire avec Cloud Code et NVIDIA, parce que Cloud Code peut se connecter à NVIDIA, mais il va pas tout vous faire, bien sûr. Il vous fera juste des nœuds vides. Et à l'intérieur, c'est vous qui devrez remplir. En tout cas, je vous conseille de remplir. Il peut le faire, mais c'est absolument pas pertinent. Vous devez remplir donc avec ce que vous voulez que chaque nœud fasse. Donc, ce que j'appelle nœud, c'est cela exactement, c'est des petits blocs. Et donc, il va falloir être très prudent là-dessus, parce il peut faire n'importe quoi s'il est mal encadré. Et ensuite, pour les liaisons, donc il va falloir relier les serveurs, les workflows et les API entre eux. Pour les API, un point de vigilance, faites très attention à vos clés API. Ne les collez pas n'importe où, ne les collez pas dans Cloud. C'est extrêmement risqué. Voilà, c'est un petit peu comme votre code de carte bleue. Si vous payez pour des tokens d'IA et qu'on vole votre clé API, et que vous n'avez pas mis de sécurité, ça peut être extrêmement dangereux. Donc une fois que vous avez testé, vous avez mis en place donc ces deux process, donc avec codé des automatisations, que vous avez fait une liaison, votre V1 est prête. Donc on l'envoie directement vers la phase de testing. Pour la phase de testing, c'est très simple. Vous faites tourner l'agent sur vos dossiers simulés et vous le comparez au travail humain. Donc vous prenez en compte le taux d'heure de l'agent, le temps que prend l'agent et le temps que ça prend de réparer les erreurs de l'agent, ainsi que le temps de maintenance, etc. Enfin bref, vous prenez vraiment tout en compte et vous regardez si la solution est pertinente. Donc ça, encore une fois, si c'est votre premier agent IA, ça prendra un petit peu de temps au début et c'est normal que l'automatisation pendant les premiers mois ne soit pas rentable. Une fois que vous avez fait cette première phase de testing, vous revenez là et vous refaites une phase de conception. En fait, vous allez tourner en boucle et tant que votre produit n'est pas satisfaisant et ne remplit pas les deux tests, ce test-là, surtout qu'il n'est pas supérieur au travail humain, vous ne passez pas l'étape suivante. Donc, une fois que c'est fait et que vous avez donc validé ces étapes-là, vous passez à l'étape 6, la dernière, vous déployez l'agent. Donc, vous allez déployer l'agent segment par segment. Pourquoi? Parce que si vous déployez tout d'un coup, encore une fois, vous aurez des bugs quand on change d'environnement. Et puis, vos collaborateurs, ils vont trouver d'autres bugs, c'est extrêmement probable. Donc, il faut faire segment par segment. Ça vous permet en même temps de former l'équipe aux différents segments avant de tout déployer d'un coup, de ne pas perdre complètement votre cabinet. Et vous allez mesurer le ROI obtenu. Est-ce que ces automatisations étaient pertinentes pour votre cabinet? Très souvent, c'est le cas. Et vous allez ensuite améliorer en continu. Donc, vous allez développer de nouveaux agents. Si les premiers étaient pertinents et que vous en avez d'autres en vue, vous avez d'autres process que vous aimeriez améliorer, vous allez développer d'autres agents. Et il faut améliorer en continu les agents. L'IA est un domaine qui évolue extrêmement vite, donc faut que vous soyez à jour sur cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse, que vous aimeriez mettre en place un agent IA dans votre cabinet d'expertise comptable, etc., je suis à votre disposition. Vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi via le lien ci-dessous. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a aucun piège. Si vous préférez en parler en DM, je suis disponible sur LinkedIn si vous avez des questions à me poser. Et si vous souhaitez télécharger le numéro complet avec la fiche technique, envoyez-moi, mettez un commentaire dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée, c'était Augustin Manteau.